Nous en étions donc restés. J'ai pas préparé de Google Doc cette fois-ci. Hein. Bon, j'ai eu la flemme. Mais nous en étions donc restés à la soirée du. On est samedi, du jeudi soir. La soirée du jeudi soir, on avait eu toute la journée des trucs de. Il y a eu des blocages dans les négociations. Quatennens aurait été un élément bloquant des négociations. Oui, et en plus, ils ont un élément bloquant des négociations parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont la France Insoumise a qualifié le Hamas. Et ça, c'est horrible. Bref, c'est tout ce dont je vous ai parlé dans mon live précédent. On avait vu un petit peu se dessiner une attaque coordonnée, on va dire, de la part de toute la presse PS, notamment au travers d'une journaliste qui est plutôt pro-Glucksmann, avec un article sur arrêt des négociations, puis une tribune politiste de tiens, il faut mettre cette meuf qui est l'ancienne collab, du coup maintenant je peux vous le dire parce que tout le monde demandait le nom dans le chat, l'ancienne collab de Raquel Garrido pour mettre à la place d'Adrien Quatennens sur sa circonscription, etc. Enfin bref, on était parti là-dessus, sur ce moment de confusion et d'offensive particulière de toute cette frange PS qui utilisait du coup le prétexte Quatennens pour en réalité essayer de gratter du temps et de gratter des trucs par l'extérieur. Ça a toujours été la stratégie en fait jusqu'ici quand je vous parlais des gens, quand je vous parlais de Glucksmann et de Ruffin qui tentaient non pas des putschs mais des contournements par l'extérieur de leur appareil de parti, c'est exactement ce dont on parle. Et donc nous en sommes rendus à la journée du vendredi. Bon, ça a continué à parler de ça, mais globalement, pas grand-chose. L'actualité, elle commence à se tasser un petit peu, ça va. Globalement, les équilibres sont en train de se dessiner. Mais du coup, la journée du vendredi, où sont annoncées les différentes candidatures. Et la stupeur dans l'Assemblée, certaines personnes ont vu que leur candidature aux législatives n'était donc pas reconduite. Stupeur dans la maison. Qui sont ces personnes? Il s'agirait donc de Raquel Garrido, Alexis Corbière, Hendrik Davy, du coup, qui est à la GES, Frédéric Mathieu aussi, GES, hein, c'est toute la team de Hautain. Il y a qui d'autre aussi? Et Daniel Simonet. Et je crois que c'est à peu près tout, non? C'est ça, c'est les 5 purgés. Voilà. Bon, très vite, ça a parlé de purges, de procès de Moscou. Bon, les procès de Moscou, c'était pour buter des gens. Hein. Je veux dire, à un moment, ils vont pas avoir leur 6 canettes par mois. C'est tranquille, ils vont pas mourir non plus. Il y a c'est Malo-Sénat qui a dit la nuit des longs couteaux de Mélenchon. Donc la nuit des longs couteaux, c'est la SS contre la S1. Donc globalement, des nazis qui se tapent entre eux. Hein. Et ben, il est bien, lui. Hein. Il y a des gens qui écoutent encore ce gars. Bref, bon, de toute façon, les éléments de langage du PS, on les connaît. Mais bon, je vous ai pas fait de doc parce qu'en fait, il y a un excellent article de l'Express qui est sorti récemment et qui va nous permettre un petit peu de reconstituer un petit peu toute cette timeline. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ces négociations? Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? Et pourquoi nous sommes-nous retrouvés avec de telles purges? Chapitre 1, Trafalgar. Affalé dans un fauteuil, la tête plongée dans une main, fuyant la chaleur de la Bellevilloise, cette salle du 20e arrondissement de Paris où il tient sa soirée électorale, échappant aux caméras agglutinées à l'étage en dessous, il refait le film de sa campagne européenne. À quoi bon? Emmanuel Macron a tout gâché. La dissolution a tout emporté. Alors vous allez remarquer, cet article a un certain parti pris en faveur de Glucksmann, mais étrangement, est quand même vachement à charge contre lui. Alors je sais pas s'il voulait lui faire un panégyrique ou s'il voulait l'attaquer, mais en tout cas, c'est assez dévastateur pour le PS cet article. Mais bref, bon, pour l'instant, voilà. On dirait une fanfiction Wattpad. Hein. Et dans la pièce, une valse. Mais après, c'est parce que les journalistes en ce moment, ils sont en mode on est en train de voir l'histoire s'écrire, il faut faire les plus beaux articles et les plus littéraires, etc. Bon, on les connaît, quoi. Et dans la pièce, une valse démarre. Un carteron de socialistes arrive. Des grands élus cadres de parti, conseillers de l'ombre, stratèges endimanchés. La maire de Nantes et numéro 2 du PS, Johanna Roland, arrive en trombe. L'édile de Rouen. Mais parce qu'en fait, il ne fallait pas dire maire et maire, parce qu'en fait, ça ferait une répétition. Il faut être vraiment littéraire, parce qu'on voit l'histoire s'écrire et on écrit l'histoire parce qu'on est des journalistes. L'édile de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, et la présidente de l'Occitanie, Carole Delga, débarquent. Le chef des députés socialistes, Boris Vallaud, les rejoint. Olivier Faure est là, dans le haut-parleur du téléphone, posé sur le guéridon. Aucun de ceux-là n'a vraiment envisagé le scénario de dissolution. Ils l'ont bien sûr évoqué quelques semaines auparavant lors d'une réunion stratégique sans grande conviction. Impensable, l'idée était ailleurs. Le bon score de Raphaël Glucksmann et de la liste socialiste pourrait faire basculer le rapport de force à gauche, porter les stockades à Jean-Luc Mélenchon et ses gardes rouges insoumis. Ah, un accord tacite existe entre les socialistes, les écologistes et les communistes. François Ruffin, avec les frondeurs insoumis Clémentine Autain et Alexis Corbière, rentrerait dans la danse. Si vous ne bougez pas une oreille, ils vous la couperont, leur répétait Olivier Faure ces derniers temps. Il ne s'agissait pas de faire sans LFI, mais de commencer une alliance sans eux dans un premier temps et de les pousser à rejoindre. Là, il y a quelqu'un qui a dit dans le chat « Non, il ne fallait pas les purger, car cela leur donne l'occasion de faire une alliance anti-LFI. » Les gens réfléchissent à l'envers. Hein. C'est dit pas. Genre vraiment, genre, vous avez toujours pas compris le move qu'ils ont essayé de faire.
Je trouve ça deep. Genre, vraiment, les gens. Ce qu'ils ont essayé de faire là, c'est de préparer une alliance où LFI ne serait pas, où ils pourraient du coup tordre le bras à la France insoumise pour lui piquer le maximum de sièges possible et le maximum de concessions possibles. Comme ça, les insoumis ne pourraient pas imposer leur ligne radicale, ne pourraient pas imposer aussi leur majorité sur la gauche, et du coup, comme ça, les baiser. Et qui était à la manœuvre? François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière, mais aussi Raquel Garrido. Et en fait, tous ces gens-là qui faisaient les petits dîners en ville avec les Tondeliers, avec Faucillon, avec Bayou, etc. Enfin bref, tous les gens qui faisaient les petits dîners en ville pour préparer l'après des européennes. Ça, c'est un truc que je vous ai, encore une fois, c'est le truc que je vous avais prévenu que ça allait arriver. Ils faisaient des petits dîners en ville en se disant... Il faut préparer l'après Mélenchon, et ça se prépare dès après les européennes. Donc après les européennes, on va faire un grand front de la gauche sans la France insoumise, et comme ça, on va continuer à les marginaliser, comme ça, on va viser les municipales, et on fera des municipales où on marginalisera la France insoumise, et comme ça, on aura la légitimité pour disputer les présidentielles et pour décider un peu entre nous. Voilà, on se tapera entre nous pour savoir qui va au présidentiel, mais jusqu'ici, pour l'instant, la priorité, c'est de marginaliser la France insoumise. Bref, et rappelle aussi que le Canard enchaîné avait révélé que pendant l'élection européenne, Marine Tondelier l'avait pris des petits déj avec qui? Avec François Hollande. Alors au début, ça faisait un petit peu bizarre, tu vois, t'étais un peu en mode, tiens, pourquoi François Hollande? Elle est un peu inquiète, je sais pas et tout. Donc bref, visiblement, François Hollande, il avait prévu la strat depuis le début, quoi. C'est la pire strat. Ah bon, vous croyez? Non mais imaginez, imaginez on gagne. Et imaginez, vu les mathématiques, la fille a quelques sièges en plus du Parti Socialiste. Et d'un coup, t'as des gens qui sont censés être avec la fille qui rejoignent le groupe du Parti Socialiste et ils essayent d'imposer un Premier ministre à Matignon qui recentre vers le centre-gauche les positions politiques en prenant la fille à défaut de soit vous votez pour nous, soit c'est mort. Ah, ça serait un bon move hein, qui surprendrait tout le monde. Hein. Ce serait bizarre. Ce serait quand même bizarre que dans le temps long, pensez le temps long les gens. Jean-Luc Mélenchon était au Parti Socialiste. Il avait en 95 un accord lors d'un congrès du Parti Socialiste avec François Hollande parce que Jean-Luc Mélenchon représentait l'aile gauche du Parti Socialiste. Et François Hollande était en mode oui, t'inquiète, je vais te faire un score en mode 15%, comme ça ton courant a encore un peu de légitimité. Et puis comme ça, nous on gagne le congrès. Mais tu peux continuer de faire tes trucs. Et Mélenchon se réveille avec, je crois, un truc genre 5%, un truc comme ça, Hollande qui l'a baisé. Et en fait, c'était que ça. Hollande, tout son travail dans les coulisses au Parti Socialiste, c'était de détruire l'aile gauche du Parti Socialiste. Tout en leur faisant croire qu'il leur laissait une place. Tout en leur faisant croire qu'il leur laissait une place. C'est pour ça qu'à chaque fois, il intégrait des Montebourg, parce que Montebourg, il faisait un petit peu plus gauche. Enfin, en tout cas, il faisait un petit peu plus. Il avait un discours un peu. Donc, on va l'intégrer, et puis après, bon, on va le faire trahir, etc., sans problème et tout. Donc, bref, ça a toujours été le Parti Socialiste. Hollande, pour les gens qui étaient là à l'époque avec Raz, on avait regardé le documentaire Les Enfants terribles de la gauche, qui parlait un petit peu de toute cette période-là, dans laquelle on voit à quel point François Hollande a toujours été... Tout le monde l'a appelé Flamby, etc. quand il a été élu. Mais ce mec, c'est un requin politique. Parce que pour que ce mec considéré comme un Flamby arrive jusqu'à la tête de l'État, c'est vraiment que c'est un requin. Il a littéralement envoyé Ségolène Royal au casse-pipe pour se présenter pour les présidentielles, en prévoyant que son parti allait la lâcher. Oui, la scène de la dispute avec Royal, elle est incroyable. Pour ensuite que son parti la lâche, alors que c'était sa femme à l'époque, un rappel, hein, bref. Ou plutôt la mère de ses enfants. Je sais plus s'ils étaient mariés ou pas. Il l'a envoyé au casse-pipe parce qu'il savait que si elle perdait son élection, ce serait lui le prochain. 2012, c'était ça aussi. L'élection de 2012 de François Hollande. Et notamment, le coup de théâtre qui a fait que Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti Socialiste était à l'époque, encore une fois, un congrès du PS, où ils ont poussé la ligne de Martine Aubry contre Ségolène Royal, alors que justement, elle sortait d'une campagne présidentielle plutôt réussie, un peu populiste, etc. Et ils lui ont imposé Martine Aubry avec des bourrages d'urnes pas permis, pour pouvoir bien manipuler la démocratie interne, la fameuse super démocratie interne. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon a quitté. Alors, du coup, à l'époque, ils étaient en mode, oh là là, les gauchistes du PS s'en vont, tant mieux, on voulait se débarrasser de l'aile gauche, justement. Ah, mais parfait, allez, cassez-vous les gauchistes. Comme ça, on fait un Parti Socialiste bien hollandiste. Voilà, Hollande qui fait la synthèse d'absolument tous les courants. Voilà, c'est le centre du parti et puis tout va très très bien. 2012 se passe. Mélenchon réussit à faire le front de gauche, il quand même réussir à gratter quand même 11% des voix, c'est quand même pas mal, il fait un peu chier. Ça force François Hollande à dire mon ennemi c'est la finance dans ce fameux discours du Bourget parce qu'il sait qu'il a un petit peu talonné sur sa gauche par le front de gauche. Et ensuite, bon évidemment, vous savez tous, hein, vous êtes
vous êtes tous fait gaslight par mon ennemi, c'est la finance. Mais c'était aussi ça, c'était aussi pour niquer le front de gauche. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? 2017, alors Hollande est tellement genre au ras des pâquerettes qu'il peut pas se représenter. Du coup, Mélenchon arrive, déboule comme le bulldozer qu'il est, crée la France insoumise et impose sur les ruines de la gauche la seule hégémonie possible autour d'une ligne radicale. Le PS totalement vert. De toute façon, Benoît Hamon qui a gagné les primaires, la moitié des gens l'ont pas soutenu, sont partis chez les macronistes, etc. C'était un petit peu, allez, embrassons-nous Folleville, on va tous chez Macron, etc. Pendant ce temps, la France insoumise qui commence bien à se constituer, avec quelques députés, etc. Et puis, de toute façon, ça va pas durer, ils sont mauvais aux élections intermédiaires. De toute façon, pendant les municipales, on a réussi à leur imposer un petit peu de se marginaliser, des alliances, un petit peu, voilà. Bon, qu'est-ce qui peut arriver? 22% en 2022. Mince, va falloir vraiment détruire la France insoumise alors. Les gens, l'histoire de Hollande, c'est de détruire la gauche radicale pour s'assurer d'être maintenu au pouvoir. Si vous comprenez pas ça, vous comprenez rien à ce qui s'est passé hier soir. On continue l'article? Il ne s'agissait pas de faire sans LFI, mais de commencer une alliance sans eux dans un premier temps et de les pousser à rejoindre. L'annonce d'Emmanuel Macron a accéléré le temps. Bah oui, ce qu'il voulait faire, c'est après les européennes, on fait un petit mouvement de la gauche, on essaie de faire des défections un petit peu ici et là à la France insoumise, on leur met la pression, mais on a le temps d'attendre jusqu'en 2027. Et là, Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il dissout, genre il nous coupe l'herbe sous le pied, qu'est-ce qu'il fait quand même? Genre, pourquoi il nous fait ça alors qu'on avait notre plan de marche? Voilà, il y avait même Clémentine Autain à 20h03, elle a dit dans cette bataille pour gagner 2027, je prendrai toute ma part. Ils étaient prêts là, c'est bon, ils voulaient partir. Ils se sont fait baiser par Macron. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il devait construire en 3 ans devait désormais se faire en une nuit. On croit que la menace d'une extrême droite aux manettes du gouvernement avec un Jordan Bardella à Matignon peut faire entendre raison à Jean-Luc Mélenchon et ses insoumis. Pourquoi changer de plan même au bord du précipice? Bah oui, on peut dire, attends quand même, on a l'argument de l'extrême droite, c'est le meilleur argument qu'on a depuis Mitterrand pour dégager l'aile gauche. Bah vas-y, on va dire non, vas-y, on sort les chiens, il y a l'extrême droite, regarde, vas-y, allez, casse-toi et laisse-nous faire. Voilà, reviens à la social-démocratie, reviens à la maison. Les socialistes laisse François Ruffin griller la priorité et monter au créneau pour appeler au Front Populaire. Donc bon, ça veut dire que son fameux truc Front Populaire, il s'était bien mis d'accord avec les autres. Raphaël Glucksmann n'y voit pas d'inconvénient, les communistes non plus. Il n'est pas 22h dimanche quand le nom de Marine Tondelier, la chef du parti écologiste, s'affiche sur un des téléphones socialistes. Et là, an unexpected ally, une alliée inattendue, Madame Pétoche. Le nouveau monde imaginé s'effondre à son tour. Le vaisseau vert vire de bord. Elle ne tient pas ses députés, s'étrangle un émir du PS, devant ses pairs qui affublent Tondelier d'un nouveau surnom, Madame Pétoche. Les parlementaires écologistes craignent que la France insoumise investisse des candidats face à eux dans les législatives. Oui, vous vous rappelez quand je vous avais parlé des sénatoriales, les gens? Vous savez, les sénatoriales où la France insoumise disait il faut y aller unis, donnez-nous les pires circos, on va faire une belle campagne, on va faire des campagnes de conquête, on va vous prouver qu'on est utile, etc. C'est pas grave, mais tant qu'on est unis, tout ira bien, etc. Que toute la gauche a fait union contre la France insoumise au sénatorial. Du coup, la France insoumise, elle a fait quoi? Elle a présenté des candidats dans chaque circo sénatorial contre les autres. Et ça leur a fait perdre quelques petits sièges quand même. Ça leur a fait un petit peu mal. Donc ils disent, oula, ils sont capables de partir contre nous, et là on est dans la merde. Ils ont quand même un petit peu des arguments, quoi. Bon. Dans bien des circonscriptions, l'électorat entre les deux, donc les écolos et les insoumis, est trop pour eux. Et ces européennes ont démontré que l'écologie politique n'a plus le vent en poupe. Ou plutôt, EELV, plus que l'écologie politique. Les scores de LFI dans les zones écologistes les effraient. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ils font donc savoir à leur direction qu'ils refusent de s'asseoir à la table des négociations d'une coalition où la France insoumise ne figurerait pas. Un coup de Trafalgar qui assomme les socialistes. EELV qui a fait une passe D. Ouais, EELV qui s'est senti baiser. Ils se sont dit on va se faire prendre en tenaille. C'est nous qui allons disparaître. Ça va être une guerre PS-FI. Et nous on va se faire baiser entre les deux. On va être les oubliés du bordel. C'est ça. Et surtout que EELV, ils ont conscience que vu que le but du Parti Socialiste c'est de négocier ce qui se passe après sur la base de la seule légitimité en fait des européennes, bah, ils savent que eux qui ont fait un score de merde, ils vont se faire ridiculiser et ils vont se faire prendre plein de circos aussi. Tu as raison, tu sais Tondelier, mais Tondelier, si elle avait eu le boulevard politique pour trahir, elle aurait trahi avec les autres. C'est juste qu'elle est trop faible, les gens. Mais ils étaient tous comprenés, qu'ils étaient tous persuadés qu'aux européennes, on serait dernier, la fille. Et qu'il y aurait ELVPS en tête à caracoler les deux, et qu'ils allaient récupérer la gauche comme ça. Et qu'en plus, même après les européennes, en se plantant, ils avaient 3 ans pour marginaliser la fille et faire leur petit Big Bang de la gauche, sauf que ça allait trop vite. Et EELV, ils étaient les grands perdants de ça, parce qu'ils avaient rien à espérer, quoi. C'est bizarre que le PCF a pas eu la même peur, parce que le PCF, ça fait des années qu'ils survivent sur des miettes en réclamant au Parti Socialiste. Donc eux, c'est moins leur angoisse. EELV, ils sont vraiment dans l'angoisse de perdre leur parti. Le PAC
rose, rouge et vert disparaît avant même d'avoir vécu. En quelques minutes, on passe de maître du jeu, du jeu à gauche à exfiltré de l'Union, se souvient un proche de Raphaël Glucksmann, qui lui répète à ses alliés socialistes de sa voix parfois tremblante « La bande à Mélenchon, c'est non !» Mais il cède. Même Carole Delga et Nicolas Meyer-Rossignol, pourtant opposants à l'accord de la NUPES en 2022, ne s'opposent pas aux discussions avec le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon. Parce que là, l'article est en mode c'est la faute à Tondelier, Madame Pétoche. Mais la vérité, tout le monde avait la pétoche. Genre la vérité, quand Tondelier elle s'est ramenée en mode rappelle qu'ils ont une force électorale qui est quand même pas négligeable. Bah même Delga et Rossignol, ils étaient en mode ah ouais. C'est vrai que Meyer-Rossignol, il doit se dire putain, c'est vrai que le candidat LFI sur Massirco, il a perdu à 66 voix la dernière fois. Ça va être difficile. Mais oui, c'est chaud pour leur cul, parce qu'il faut pas oublier que eux, ils réfléchissent pas en termes de politique nationale bah oui. et d'empêcher le fascisme. Ils réfléchissent en termes de postes et d'argent. Du coup, ils se sont dit, oh putain, la fille va faire une campagne de fou pour nous baiser et je vais perdre mon poste, je vais perdre mon argent. Bah, d'autant que le soir même, t'avais des journalistes comme Rachel Garaval-Carcel qui étaient en mode, oh putain, vu le discours du vieux, là, il a mis le costume gris de fin de campagne, là. Alors qu'on est en début de tout. Genre, il est déjà en costume gris, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà Gandalf. En quittant le plateau de LCI, Boris Vallaud s'étrangle en murmurant à Clément Beaune. Vous nous obligez à refaire la NUPES. Putain, faites chier les macronistes. Vous nous obligez à refaire la NUPES. Qu'importe la brutalité de la campagne des Insoumis, exit le comportement de certains députés LFI, oubliez le communiqué chaotique du 7 octobre, les sorties au relent antisémite, oubliez les propos de Jean-Luc Mélenchon et notamment les plus récents sur son blog où il est pris, contrairement à ce que l'on dit, la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. Phrase de merde, on est d'accord, j'en avais parlé dans mon live quand j'avais lu la note de blog. Chapitre 2, le plan Berger. Au petit matin du lundi 10 juin, le nouveau quartier général du Parti Socialiste dans le 10e arrondissement de Paris, ils ont un nouveau QG. Je crois que c'était à Ivry. Non loin de la station de métro Strasbourg-Saint-Denis, c'est à Nîmes. Oh putain, mais c'est un petit quartier. Hein. C'est ici que le parti posera ses valises dans quelques temps, quittant les mornes bureaux d'Ivry. Oh, ça faisait chier la banlieue, personne n'y venait, quoi. Genre c'était au bout de la ligne 7, mais bon, quand même, on va pas déconner, quoi. C'était ici aussi le siège de campagne de Raphaël Glucksmann. La nuit a été brève. À 4 h du matin, personne n'avait réussi à le convaincre de s'installer à la table des négociations. Les mandarins socialistes y sont tous essayés, mais c'est Boris Vallaud qui fait mouche. Le chef de file des députés socialistes, devenu proche de Glucksmann au fil de la campagne, oui, entre bourgeois du 6e, on se comprend, le convainc de ne pas lâcher le rapport de force avec les insoumis, de continuer à tenir la dragée haute à Jean-Luc Mélenchon sur une ligne social-démocrate. J'adore, ils font que parler de Jean-Luc Mélenchon alors qu'ils s'attendent pas à voir Manuel Bompard débouler avec toutes les éminences grises de la fille, mais bon. Les mandarins, oui, mandarins, c'est un terme, rapport à la Chine impériale. En fait, les mandarins, c'était un petit peu les, comment on appellerait ça, les hauts fonctionnaires, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est un petit peu les apparatchiks, les bureaucrates, quoi. C'est pour ça qu'on parle du chinois comme du mandarin, parce que c'est la langue que parlaient les bureaucrates. Voilà. Et d'empêcher d'apparaître comme le seul premier ministrable de la coalition de gauche. La question de l'incarnation de l'Union à venir s'installe dans les conversations. Ah bah tiens. Tout le monde sait que le leader insoumis se positionnera tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que tout le monde sait, ils en savent rien, mais c'est pas qu'ils savent, c'est qu'ils flippent, quoi. C'est qu'ils flippent leur race. François Ruffin trépigne d'impatience. Il est celui qui a donné le là d'un front populaire encore balbutiant. L'enjeu pour nous n'était pas d'installer Raphaël comme candidat à Matignon, mais de ne pas laisser la place vacante et de laisser deux insoumis, Ruffin et Mélenchon, se battre pour la prendre, raconte un lieutenant de place publique. Qui alors? Pourquoi pas toi, Boris? Demande Glucksmann à Vallaud. L'idée fait son chemin, mais un autre nom revient dans les conversations avec insistance. Laurent Berger. C'est donc là que ça vient. Parce qu'ils étaient en mode putain merde, on va se retrouver avec un duel Ruffin-Mélenchon, parce que c'est globalement ça que la presse a fait monter en sauce depuis globalement 2020, 2019, 2020. C'est là que vraiment les gens ont commencé vraiment à les mettre en opposition. Et du coup, là, ils disent oh putain merde, le piège médiatique va se retourner contre nous. Ils vont que parler de Ruffin et Mélenchon. Vas-y, on va allez, un nom vite. Allez, Laurent Berger. Combien de fois n'a-t-on pas parlé de l'ancien secrétaire général de la CFDT pour reprendre le flambeau de la social-démocratie? Sauveur, ministrable, premier ministrable, candidat à la présidentielle! Le syndicaliste a toujours poliment refusé, et la donne a changé, et son esprit se brouille à mesure que se dessine le scénario d'une extrême droite au pouvoir le lendemain du 7 juillet, après les législatives. Tout le scénario d'une gauche qui puisse potentiellement se recomposer autour de sa ligne. Berger ne ferme plus la porte à rien, mais ne croit pas qu'il soit lui la solution. Lui aussi demande à plusieurs si Boris Vallaud ne pouvait pas porter l'incarnation. Hein, voilà, tu veux pas y aller toi? Demander à tout le monde. Au téléphone lundi, Raphaël Glucksmann et Laurent Berger bavardent longuement, s'interrogent sur la meilleure façon de desserrer l'étau de LFI face à la gravité du moment. Rappelez-vous, hein, là on est quoi? On est le surlendemain, là on est le mardi du coup. À ce stade-là, Mélenchon il a fait 3 tweets et une note de blog. Il a été cité par Macron dans sa conférence de presse du coup. France 2 l'a invité parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, pour eux déjà l'étau de LFI est beaucoup trop fort. Hein. Et ils sont tellement flippés. Il faut François Ruffin. François Ruffin est celui qui va convaincre l'aile droite du PS. Si on envoie Mélenchon, l'aile droite du PS ne voudra pas. C'est sûr qu'ils veulent Ruffin. Genre, François Ruffin, c'est le pion de l'aile droite du PS, vous comprenez pas hein?
Ce soir, le chantre de place publique. Ah non, non, là on est lundi. Non, c'est même pas. Non, non, d'ailleurs, non, non. On est encore lundi. Donc, Macron n'a même pas encore cité Mélenchon. C'est le soir où Glucksmann il était sur France 2. Là, c'était le début des négociations, etc. Donc, c'était même. Macron n'avait même pas encore cité Mélenchon que les 3 tweets de Mélenchon avaient suffi pour leur faire suer de partout, quoi. Oh là là. Ce soir, le chantre de place publique ira au journal télévisé de 20h sur France 2. Une idée lui traverse l'esprit, car installer un nom dans la conversation de Matignon est vital. Est-ce que je peux donner le tien demande Glucksmann. Berger déteste quand d'autres le font, mais rares sont ceux qui demandent l'autorisation. J'y réfléchis et je te redis. Dans la voiture qui le conduit vers les locaux de France Télévisions, le député européen échange une dernière fois avec l'ex-leader de la CFDT. Il ne s'oppose pas à ce qu'il catapulte son nom pour Matignon. Depuis quelques heures, un autre balai a commencé à quelques embouchures du QG socialiste, au numéro 11 de la rue des Petits Hôtels. Le siège d'Europe Écologie Les Verts accueillera les négociateurs comme l'a proposé Manuel Bompard. Oh, la contre-offensive qui arrive en bus. On va venir chez vous. Bon, ben on vient chez vous. On va se voir chez toi. On vient négocier. Allez, on arrive. Hein. Allez, on Merci. arrive. Hein. Salut. Bon, de toute façon, c'est à côté. Hein. J'arrive. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Raccroche. Un terrain plus neutre que le siège de son parti où se tenaient il y a 2 ans les négociations qui ont donné les naissances à la NUPES. Les hôtes, menés par une Marine Tondelier tout sourire, ont commandé pizza et corbeille de fruits pour une soirée de discussion. Les socialistes, eux, se font désirer mais finissent par rejoindre les tractations. Le placide Olivier Faure est dans une colère noire. Il n'accepte pas d'avoir perdu la main. Il s'emporte à peine installé sur sa chaise, tirant machinalement sur sa cigarette électronique et envoie les insoumis à leur comportement insupportable pendant la campagne des européennes. Le ton monte d'entrée de jeu. Manuel Bompard balaye des accusations injustes. Marine Tondelier ne sourit plus. D'ailleurs, Olivier Faure et d'autres ne comprennent pas pourquoi François Ruffin n'est pas à la table. L'Alliance se fait sans les insoumis. C'est trop tard. Les Mélenchonistes sont déjà out de l'Union. Ils n'ont plus la main. Si tu savais à quel point ils n'ont plus la main, je vous le dis. En fait, on s'était entendu avec lui. Mais la donne a changé. Mélenchon est fini. Il faut le jeter sous le bus pour gagner. Il est à Amiens parce que c'était lui qui a. Vous avez pas personne. Là, c'est trop tard. C'est fini. L'Union ne se fera que sans les Mélenchonistes. Ils ne parleront jamais avec eux. L'Union est déjà décidée sans eux. J'ai toutes les infos. Je sais tout. N'est-ce pas lui qui a appelé au Front Populaire? L'insoumis de la Somme, vedette de la veille, a été congédié de la table des négociations. Seuls les chefs de parti... Bah oui, attends, il y a quoi comme circonscription à donner à Picardie Debout? Ils en ont 1, 2? Ça va, ça pèse pas lourd dans l'accord, hein, merci beaucoup. Dites-vous, il y a des gens qui font les connaisseurs du paysage politique qui nous disaient que la France Insoumise était finie et que, en tout cas, les Mélenchonistes de la France Insoumise étaient finis et qu'on était obligé de faire avec Ruffin au lead et de mettre à la retraite Mélenchon, que c'était le seul moyen de réussir à avoir quoi que ce soit. Ah non, mais c'est ça qui arrive quand ta source journalistique, c'est Raquel Garrido. Moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que dans cette situation-là, c'est pas que Raquel Garrido. Oui. En fait, moi, la vérité, là où aussi je pense que c'est plus d'élus, là où c'est plus d'élus, c'est qu'ils y ont tous cru. C'est là où, genre, c'est pas une question de 1 ou 2 personnes, c'est qu'il y a le petit milieu journalisto-mondain qui s'est dit, ça y est, c'est la fin du mélenchonisme et c'est le début du truc. Alors le mélenchonisme prend des coups, hein. mais c'était quand même d'élu de croire que ça allait se coucher comme ça. Je comprends pas qu'ils y croient pas, quoi. Parce qu'ils sont dans leur microcosme, ils parlaient de journalistes libres, bref. Et de Mediapart aussi, en croyant que c'est de gauche. Seuls les chefs de parti auront la main, aidés par leurs équipes de négociateurs. Aurore Laluc, soldate de Raphaël Glucksmann, rejoint la bande. Place publique, qui avait tenté de s'inviter aux négociations de la NUPES à l'époque, est bien autour de la table cette fois-ci. Un premier communiqué doit voir le jour et annoncer le début d'un front populaire contre le RN. Un accord déjà! Laluc réclame de modifier le communiqué de presse. Il s'agira d'y annoncer que des discussions ont seulement démarré. Premier acco, premier jeu de dupes. Chapitre 3. Ah, ça c'est mon chapitre préféré. Idéologue contre apparatchik. Les nuits sans fin, les négociations agitées. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi ils tiraient tous la tronche pendant la conférence de presse. Parce qu'ils n'ont pas été lâchés par... Il y a ceux qui, sur leurs grands écrans, scrutent la carte électorale, la distribuent à la découpe comme un gâteau. Qui veut quoi? Tous sont gourmands, sauf les communistes, conscients de leur poids politique en mer. Alors, attendez, petit plaisir dans cette histoire. Réjouissons-nous des communistes qui sont les moins chers de la gauche, oui, dont tout le monde se branle. Ils sont en mode bon, on fera ce que vous voulez. Vraiment, hein. On prend ce que vous voulez. Hein, ça ira. Petit plaisir quand même. Le paillasson communiste. Ah ouais, là c'est grave, hein. Cranidos qui séquestre toute la gauche. Non mais les gens en même temps c'est... Ah mais oui, c'est terrible, hein. Et en plus c'est pas que Cranidos qui était là, hein. Ah bah justement vous allez voir. Oh putain, Ah, j'ai pas envie, je vous le dis, j'ai pas envie de négocier avec eux, hein. Pour eux ce sera 50 circonscriptions. Les écologistes ne veulent pas perdre la face après une campagne européenne désastreuse. 92 circos. Les insoumis acceptent de céder un peu de terrain en réclamant 300 candidatures. Eux qui avaient un contingent de 350. Bah ça va, on vous en laisse 50. Pour 3 points de différence dans les résultats, ça va, c'est faire, non? Les socialistes s'étranglent, c'est trop. D'autant qu'eux en réclament 200 et refusent de céder pendant de très longues heures.
Place Publique ne veut pas se contenter d'une maigre pitance et lorgne 50 circonscriptions. Si PS et Place Publique refusent de lâcher la bride des circonscriptions, c'est qu'une autre partie de poker menteur se joue dans la salle du Bastion Socialiste à quelques rues de là. Jaune, la couleur dédiée au sujet qui coince encore. Autour de la table, une ribambelle de personnes dont Johanna Roland et Boris Vallaud pour le PS, Clémence Guettet, oh putain, Adrien Clouet pour LFI, accompagné d'Antoine Salès-Papou. Ouh là 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 là. Fine lame intellectuelle de la machine insoumise, l'un des plus proches collaborateurs de Jean-Luc Mélenchon, l'homme des lui, fiches, les gens, dit-on même à LFI. Je pense que vous le connaissez pas, mais vous n'avez pas envie de le connaître. Vous n'avez pas envie de négocier avec lui, ça je vous garantis. Vous n'avez pas envie qu'il vous aime pas. C'est... Ouais. Bah d'ailleurs, c'est pas pour rien que le journaliste lui a accordé 3 lignes. Ah oui, oui. C'est vraiment... Tu vois qu'il a tremblé quand il a écrit ça. Genre, c'est vraiment en mode... Il s'est dit, putain, si j'écris que son nom, ça va le... Il va apparaître devant moi. Intellectuel, il va de la machine insoumise, l'homme des fiches. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Manuel Bompard et Mathilde Panot, les deux députés porte-flingues du chef. L'intello à lunettes encore un oui, bah méfiez-vous. Ah bah bien sûr, ah bah ça, attention. Hein. Il y a une fake case à son nom tellement il est important. Ah, même la logistique veut pas lui marcher dessus. Et c'est dire qu'il faut jamais... Enfin, déjà de base, faut jamais rien dire à la logistique. On ne peut jamais leur faire de remarques parce qu'ils ont toujours raison. Mais ça dépend pour qui. Les insoumis de lumière font peur, mais les insoumis de l'ombre, ça doit être une dinguerie. Ah ouais, les gens. Ah ouais. Bref. Hein. Pourquoi je tape Antoine Salès-Papou, j'ai une photo de Cassandre. C'est la DA, c'est la DA. C'est la DA. Le GOAT, hein, désolé, hein, le GOAT. Hein. Donc Manuel Bompard et Mathilde Panot passent une tête régulièrement. Oh la pression, le vraiment. coup de pression. Non, mais en plus que des gens. Ça se passe comment par chez vous ? Ça doit être. Quand t'es anti-insoumis. Ça va, vous avez... Ça doit être l'enfer. Oh là là, Oh là là, tu dois te faire terminer en boucle. Oh là 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 là. Ah ouais. Là. C'est là que je comprends aussi leur haine, quoi. Moi, je les connais pas bien, ces gens. Je les ai vus un tout petit peu. Je suis terrifié alors que je suis dans leur camp. Mais alors eux, les gens contre eux, c'est horrible, hein, vraiment, hein, je vous jure. Hein. Ah ouais. Il a l'air tout gentil, oui. Non, si, il est gentil. Ah non, mais il est ultra gentil, hein. Mais les gens, faut pas confondre. C'est pas des gens méchants, désagréables. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. C'est des gens hyper sympas. C'est juste des. Voilà quoi. Pourquoi t'es terrifié ? Non, mais sérieux. C'est pour la blague aussi. Mais tu sais, c'est genre en mode, tu sais que quand ça y va, quoi. Genre, c'est de la bataille politique. Ouais. C'est dans le rapport de force, les gens, quoi. Genre, dans le PS, il y a encore quelques cas d'or. Oui, mais c'est pour ça que le PS, c'est les vrais adversaires. Tu le sens que PC, eux, ils louent leur truc à Dior entre deux meetings, quoi. Oui. ELV, ils sont perdus. Oh, eux, ils étaient en train de twerker pendant que c'était en train de faire le truc. Par contre, au PS, ils ont encore la formation à l'ancienne. Et du coup, c'est pour ça que la bataille, elle est PS-FI. Et que le PS prend des pions chez la FI pour essayer de baiser à l'intérieur. C'est leur strat avec la FI qu'on des strats contre. Et etc., la FI, c'est des poulets nourris au bio, quoi. Oui, voilà, c'est ça. La FI, ils ont été nourris. Alors, pour les plus anciens, ils ont été nourris aux trahisons du PS et à la création du PG, qui n'était pas non plus une partie de plaisir. Hein, parce que, l'organisation aussi interne du PG, ça faisait aussi qu'il y avait beaucoup de guiguerres de chapelle. Hein. Rappelle, il y avait Kuzmanovic dans le bordel et Tatiana Ventose. Et ensuite, ils ont été nourris à la France insoumise qui arrive seule contre eux tous pour créer la gauche, quoi. C'est ça, c'est surtout que c'est des gens qui ont gratté des trucs. Ah ouais, c'est des qui se sont battus en étant à 10% minoritaires. Alors, quand ils ont le rapport de force, je préfère te dire que ça se laisse pas faire, quoi. Moi, tu vois, et quand on dit c'est terrifiant et tout, c'est la blague, quoi. C'est le truc de genre. Déjà, nos militants tractent gratos pour être payés. mais moi c'est mon plaisir baron noir, tu vois. Oui, mais bien sûr. J'adore rajouter sur ça le truc de. Je comprends. Les gens qui sont en mode tous pourris, je comprends que ce genre de truc, ça les fait un peu regarder bizarre. Mais en vrai... mais sauf que tu vois en fait. Pourquoi tu magouilles ? Pour dire le mot, pour utiliser le mot magouille exprès. Pourquoi tu magouilles ? Quel est le but derrière ? Tu sais très vite, quoi. Bah oui. C'est ça la différence, quoi. Chez les c'est un bandeur d'intelligence. Bah oui, non, mais en plus, moi j'adore les gens comme ça. Bah oui. Force tranquille, un peu taiseux. Le genre de personne toujours en réflexion. Tu leur dis un truc qui est dans la ligne, t'as peur d'avoir dit un truc hors de la ligne, tellement. Non, mais moi j'aime bien. Moi, c'est vraiment les forces tranquilles de la fille, quoi. Chez les écologistes, c'est Cyrielle Châtelain qui tient la plume et Christian Piquet pour les communistes, infidèle de Fabien Roussel. Parfois, quelques remplaçants de luxe s'invitent, tels que Yannick Jadot pour les écolos, le sénateur Alexandre Ouizille et le député Arthur Delaporte côté socialiste. Et sur les écrans d'ordinateur, une liste de sujets traités un par un. L'économie, le social, l'international, les valeurs. Tout y passe, mais on en revient toujours au sujet qui fâche. L'Ukraine et le conflit israélo-palestinien et l'éléphant dans la pièce, l'antisémitisme. 3 sujets sur lesquels la France insoumise a dérapé. 3 sujets sur lesquels Raphaël Glucksmann a fait campagne, dénonçant les positions de LFI. Merci Aline. En fait, c'est là que, encore une fois, c'est dans ces moments-là que l'article est pro-Glucksmann.
Mais le reste est tellement, genre, en faveur de la fille et dénonce tellement les magouilles du truc que genre. Quand tu lis entre les lignes, quoi. tu comprends ce qu'ils ont essayé de faire. Ah en oui, fait. c'est Genre, ça. c'est facile. Ils ont essayé de débaucher les frondeurs de la fille avec les autres partis pour essayer de mettre en minorité les insoumis. Et moi, ça, je suis pas étonné que ça soit arrivé. Mais ce que je n'oublierai pas, c'est les gens qui se prétendent anti-PS de gauche, qui ont cru que ce move allait fonctionner aussi facilement et que C'est l'Express, les gens. et que c'était la fin des bons parts, Oui. la fin de l'antiracisme. Donc, Genre, vous ils allez les se sont enterrer. fait avoir, quoi. Et du coup, mais moi, et leur réflexion, c'était bah là, on va faire avec parce que c'est ça le rapport de force et puis on verra bien après, quoi. Pourquoi Ruffin et Autain n'ont pas été dégagés avec le reste des traîtres? Mais parce que c'est pas possible, les gens, réfléchissez. Et puis déjà, en plus, c'est pas des gens qui sont dans la FI. Donc symboliquement, ils sont sur la liste de la FI. Oui. Ils sont dans les nombres de sièges de la FI, mais ils sont pas à la FI, quoi. C'est ça. Le rapport, il est différent, quoi. Et puis bon, même médiatiquement, c'est déjà compliqué de s'arriver à se débarrasser des traîtres islamophobes. Alors si tu rajoutes cela sur la liste... Ah bah ça. Et puis surtout que, autant moi j'ai l'impression que Garrido Corbière, il y a pas mal de gens qui ont compris que c'est des gens qui sont, tu vois, c'est le printemps républicain de la France insoumise. Ils ont quoi. viré 2 randoms d'ensemble et c'est un petit peu le message aussi envoyé en mode. C'est ça, calmez-vous, quoi. calmez-vous. Ouais. C'est ça. Ils ont viré 2 randoms. Mais tu vois que Autain, elle jouait encore d'une bonne image. Les gens n'ont pas encore vu que globalement, l'antiracisme, c'est zéro chez Clémentine Autain. Mais un jour, ils s'en rendront compte, tu vois. Genre, c'est... Voilà, quoi. Quand un premier document de travail sort de l'imprimante, les négociateurs de place publique sont sur le point de rompre toutes les discussions. Le wording ne va pas, répète-t-il face à une Clémence Guettet qui s'agace de l'abus d'anglicisme dans le langage du lieutenant Glucksmann. J'imagine Clémence Guettet qui entend les poulets nourris aux OGM du PS. Désolé, je vais rester sur la métaphore poulet. Sous clope. Ouais, Clémence Guettet sous clope comme ça, qui écoute les gens du PS nourris au marketing, qui est en mode wording, non, vous pouvez parler en français s'il vous plaît. Oh là là, mon rêve. Oh, j'aime trop l'ambiance de la soirée avec Radidos derrière, Ah ouais. des portes qui les claquent. Qui tire sur sa cigarette électronique en mode. Ça laisse Papou dans un coin comme ça. Ah, je prends trop de plaisir. Moi, je word bien la situation en tout cas. Ah ouais, on word bien. Ouais. Les écologistes lâchent sur beaucoup de sujets européens. Et vous vous dites fédéraliste, s'étonne amer un négociateur de place publique devant son homologue vert. C'est quoi le wording? J'en sais rien, les gens n'en s'en Le branlent. wording, c'est la façon de mettre en mots une idée. Oui, c'est ça. Donc en gros, c'est qu'ils étaient pas contents que en fait les mots qui étaient employés, et d'ailleurs ça se voit un petit peu dans le programme en vrai de vrai, vous voyez la première partie c'est sur l'urgence des 15 premiers jours, ensuite l'urgence des 100 premiers jours et ensuite sur le long terme, et vous voyez que plus on est au début du programme, donc dans l'urgence des 15 premiers jours, plus la formulation fait très, on va dire ELV. ELV compatible, et plus t'arrives dans le bas, plus c'est du copier-coller de l'avenir en commun. Ils ont dit bon, Ils ont dit bon, de toute façon on va trahir d'ici là, on donc va bon. trahir, on s'en branle, on leur fait croire qu'ils vont Ah faire ouais. ça. Convaincu que la mystique de l'Union devrait finir par tordre le bras au petit mouvement de Glucksmann en vain. Ils sont durs, reconnaît même un insoumis. D'autant que le socialiste Boris Vallaud joue à rebours de certains de ses camarades roses et verts, parfois plus prompt à lâcher du left. Les conversations se crispent sur des sujets cardinaux qui se déguisent dans un mot, ici sur la livraison d'armes à l'Ukraine, là sur une formation de lutte contre l'antisémitisme des futurs élus du nouveau Front Populaire, ou encore sur la désignation du Hamas, une organisation aux méthodes terroristes, totalitaire aux yeux de certains ou théocratique pour d'autres. Au final, ils ont choisi théocratique. Ce qui est incroyable avec théocratique, c'est que du coup, ça permet de dire ouais, mais du coup, Israël aussi, c'est un peu théocratique. Glucksmann, à distance, valide ou non jusqu'à la moindre virgule. Je comprends pourquoi la NUPES a cédé sur autant de terrain. C'est la première fois que les insoumis avaient des idéologues plutôt que des apparatchiks face à eux, dit l'entourage de Raphaël Glucksmann. Oui. Oui. Des communicants, pas des idéologues. Hein. Allez pas croire que vous avez encore de la pensée politique chez vous. Hein. Le fond, c'est aussi la forme qui remonte à la surface, n'en déplaise à Victor Hugo. Mercredi dans la journée, les pourparlers s'interrompent à la minute où le tout Paris médiatique bruisse de l'intervention de Jean-Luc Mélenchon le soir même au journal du 20h de Et là, t'es dans la pièce, il y a l'ambiance, et là... Alors, il y a Mélenchon qui parle. Et là, le temps s'arrête. Oh, le vieux, Ah mais c'est bizarre. le vieux en retrait. Le vieux n'est plus si pertinent C'est que ça. bizarre, je croyais. À quoi sert-il? Moi qui croyais que les négociations s'étaient interrompues à cause de Quatennens et du Hamas. En fait, c'est parce qu'ils étaient flippés de ce qu'allait dire Mélenchon. Mais non. Je me sens capable. Jetons les rancœurs à la rivière. Ah oui, article. Ah, moi je sais ce qu'il allait jeter à la rivière et c'était bien des rancœurs. Hein. Ah ouais. Et il a pris la rivière, il a pris les rancœurs, il les a jetés. Pour moi, il a call. Pour moi, il a call. Les rancœurs, elles sont parties vite à la rivière. Hein. Il a dit le 13 juin, on chie tous dans la Seine. Ah ouais, allez hop. c'est vraiment... Les socialistes demandent à Manuel Bompard ce que le leader compte dire. Si le candidat s'oppose au poste de Premier ministre de l'Union, tous quitteront les discussions. Silence du lieutenant. Ah ben forcément, tu demandes une info à Bompard. Bonne chance. Hein.
qui finira par glisser à l'oreille d'une écologiste que Jean-Luc Mélenchon ne s'annoncera candidat à rien, ni Matignon, ni à la députation. Je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas, indiquera le chef face à Anne-Sophie Lapix, et de se plier aux règles voulues par le reste de la gauche. Je sais quelle est ma contribution à la vie de la gauche. Je dis la chose suivante. On va en rester à la formule qu'a proposée Olivier Faure. C'est le groupe parlementaire le plus important qui propose un Premier ministre. Place du colonel Fabien, au siège du Parti communiste où tous les chefs des partis, Tournelis, Faure, Bompard et Roussel sont réunis. On écoute religieusement devant les postes des télévisions et on soupire de soulagement. Oh, la pression vous savez, pendant la NUPES, on n'arrêtait pas de dire qu'on avait un 1000 mètres carrés dans le crâne des socialistes et des écolos. Mais là, vraiment, on a... Colonel Fabien, les mélanchonistes sont finis. Ça fait combien de mètres carrés, Colonel Tout Fabien? se fait sans eux. Il n'y a plus besoin des mélanchonistes. On a, pour gagner. on a tous les mètres carrés du Colonel Fabien dans leur tête, en fait, c'est ça. Et on Les paye pas le loyer. mélanchonistes sont inutiles. Chapitre 4. L'union se fait sans eux. Les Pardon. monstres sont minoritaires à gauche. Donc celle-là, c'est la partie qui suce Glucksmann. Ça, globalement, vous avez compris. Un véhicule aux vitres teintées quitte le parking du quai du Pont du Jour à Boulogne-Billancourt, un peu avant 21h ce jeudi 13 juin. Installé à l'arrière, François Hollande peine à lire les dizaines de messages qu'il reçoit sur son téléphone. Ah ben tiens, c'est le retour d'Hollande, tiens. Même ces socialistes qui hier dressaient un inventaire sans concession de son quinquennat le félicitent et le remercient. Ah bah tiens, c'est bizarre. Comment ça, François Hollande se présente? Nous n'étions pas au courant, c'est la Corrèze. Mais bon, puisque c'est fait, on est d'accord. C'est bon, il a dit au journal télé que ça allait, donc on est d'accord. C'est pas le PS qui a fait ça, Mais c'est les, ça- les socialistes de Corrèze, mais nous Mais, prenons acte. Oui, bon, Voilà. bah d'accord, très bien. Dont acte. Dont acte. Au JT de TF1, l'ancien président de la République, éternel antagoniste de Jean-Luc Mélenchon et contempteur infatigable de la NUPES, a appelé à soutenir le nouveau Front populaire. Quelques minutes auparavant, les gauches venaient enfin de trouver un accord. Comme celle de Mélenchon la veille, sa prise de parole était attendue, crainte, scrutée. Au siège des écologistes, on fait le silence devant le petit écran. Personne ne sait ce que François Hollande va dire, sauf de rares socialistes dans la confidence et Raphaël Glucksmann. Les deux hommes échangent régulièrement depuis quelques jours. Ce jeudi, l'ex s'enquiert des doutes du philosophe. L'ancien chef de l'État, qui fustige la décision de dissolution d'Emmanuel Macron, a fait passer des messages pour que l'accord soit le plus équilibré possible et respecte les grands principes de la gauche, chuchote son entourage. Assommé dimanche soir, Raphaël Glucksmann garde, comme il le répète, sa boule au ventre. Il sait qu'il doit convaincre nombre de ses électeurs de la pertinence de ce coup politique. Il sait que beaucoup de ses amis juifs de gauche n'acceptent toujours pas qu'il s'assied à la table de LFI pour un accord. Tu peux pas faire ça, lui pianote un ami chaque jour depuis lundi, quand un autre lui écrit qu'il n'aimerait pas être à sa place, avec une responsabilité immense à porter. Il est 23h jeudi soir. Les derniers détails de l'accord se négocient encore entre Place Publique et le PS. Demain, vendredi, après son passage sur France Inter, il partira dans un nouveau combat qu'il dit historique. Je ne me déroberai pas, a-t-il promis aux socialistes. À ses côtés, pour ce combat contre l'extrême droite, son nouvel ami, Boris Vallaud, qui ira soutenir dans les Landes, mais aussi Aurélien Rousseau, l'ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron. Comme révélé par l'Express, il sera candidat Nouveau Front Populaire sous l'étiquette Place Publique, dans l'ancienne circonscription de Michel Rocard, dans les Yvelines. Un renfort de taille pour les sociodémocrates dans le duel qui va perdurer avec les insoumis de Mélenchon, qui renforce ses tranchées et nettoie ses écuries. L'accord n'était pas encore scellé, que le chef de LFI avait fait un sort à ses frondeurs. Daniel Simonet, Raquel Garrido et Alexis Corbière, sacrifiés pour l'exemple avec d'autres, pourtant partenaires de route historiques, amis, devenus critiques de LFI, ils ne sont pas réinvestis par la France insoumise. Ils l'apprendront dans un communiqué de presse envoyé un peu avant minuit, vendredi 14 juin. Un message à ceux qui veulent sa peau en interne. François Ruffin et Clémentine Autain, épargnés, sont prévenus. En Isère, Elisa Martin, mise en cause dans une enquête pour concussion et recel de délit ouverte par le parquet, est également investie. La fidélité sans limite ou la purge. Il en va ainsi chez Jean-Luc Mélenchon, qui appelait pourtant en début de semaine à jeter les rancœurs à la rivière. Bah oui, ils ont été noyés les rancœurs. Ce qui est sanctionné, c'est juste la déloyauté. Déjà, de 1, c'est normal de sanctionner la déloyauté dans un parti. Et Oui. ensuite, désolé, c'est pas juste qu'ils aiment pas le vieux. Ils sont restés aussi longtemps. C'est pas pour rien, ils auraient sauté avant. Là, les gens, est-ce que vous comprenez que, lisez entre les lignes, que s'ils ont sauté, c'est que là, c'était pas juste de la dissidence au sein de la FI, c'était la préparation d'une trahison dans le but de rendre la FI minoritaire et tuer toute la ligne de rupture de la France insoumise. Il y a une différence entre pas aimer le vieux et sa ligne au sein du parti en arrondissant les angles et tenter un move politique de destruction de tout ce qui a été construit depuis des années. Genre les gens, c'était vital Non mais de les écarter quoi. après, Et en si plus, vous voulez, je vous fais l'historique. le pire, franchement, ça peut être intéressant à la fin de l'article. Et le pire, c'est que c'est chaud. Et ils vont peut-être rester, quoi. Genre, vu qu'ils se représentent, ils vont peut-être gagner quand même, quoi. Donc genre, en plus, c'est pas un move gratuit. Ça veut dire que s'ils le font alors qu'ils savent que peut-être qu'ils vont être réélus sans devoir faire semblant d'être profit, c'est une vraie prise de risque. Si tu prends cette prise de risque-là, tu le fais pas par plaisir. C'est pas, tu vires des gens que t'es pas sûr. Parce que s'ils gagnent quand même, c'est pire, tu vois ce que je veux dire. Mais s'ils le font, c'est que c'était impossible de les garder, les gens.
Parce que sinon, vous inquiétez pas que c'est des lecteurs de Sun Tzu. Garde tes ennemis proches de toi encore plus que tes amis. Vous inquiétez pas que s'ils sont restés aussi longtemps, c'est qu'ils étaient moins dangereux. Ça les contenait un peu de devoir continuer à faire semblant. C'est que ils réfléchissaient en termes de contrôle de rapport de force. Ils ont littéralement comploté avec le PS pour marginaliser la France Insoumise. Parce que là, on dit pour marginaliser Jean-Luc Mélenchon, ils n'étaient pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Non, pour marginaliser la France Insoumise. N'oubliez pas que la France Insoumise, c'est les mélenchonistes. Ils ont comploté pour évincer la première force politique de la gauche radicale, accessoirement ce qui est censé être leur parti, pour Garrido et Corbière. Donc si ça mérite pas une fois, et après je vous expliquerai aussi en quoi ça fait sens dans le contexte. Les gens qui disent le timing, etc., je vais vous expliquer en quoi ça fait sens dans le contexte. Mais si ça mérite pas au moins une petite sanction un petit peu plus que la petite tape sur les doigts qu'avait reçue Raquel Garrido en début d'année avec ses 4 mois où elle avait pas le droit de parler à la tribune, oh la pauvre, du coup elle avait dit je me fais évincer de la France Insoumise, alors que lui elle avait pas le droit de parler à la tribune et que de toute façon c'était pas prévu que parler à la tribune ou qu'elle fasse une question au gouvernement. Donc bref, quoi qu'il arrive, elle s'est reçue juste une petite tape sur les doigts parce qu'elle faisait que baver à la presse et faire des fuites, etc., et balancer les camarades sous le bus, ce qui est interdit dans le parti. Il y a des règles dans le parti. C'est pas une question de loyauté. C'est pas comment dire, c'est pas une question de loyauté au chef. C'est une question de loyauté à la collectivité. Il y a un principe numéro 1, un truc qu'a dit Mélenchon aux députés lorsqu'ils se sont fait élire en 2022, c'est parce que du coup tout le monde est en angoisse de l'après Mélenchon, après le vieux, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Je viens de la circonscription Garrido. On a hurlé contre LFI quand elle a été parachutée, alors qu'avec les acteurs de terrain, on est allé chercher les abstentionnistes. La candidature d'Ali, Sabrina et Amal est une joie pour nous. La seule consigne qu'a donnée Mélenchon, c'était faites-vous aimer et tapez pas sur les camarades. Si vous respectez ces 2 consignes-là, vous avez le feu vert, vous pouvez vous préparer, vous pouvez un petit peu monter en visibilité médiatique, vous pouvez un petit peu vous faire concurrence, etc. Mais faites-vous aimer et tapez pas sur les camarades. Désolé, mais bon, concrètement, le tapez pas sur les camarades, Garrido, c'était très très vite foutu en l'air, quoi. Bon, on finit l'article ou pas? Parce que l'article après, ça suce Glucksmann. On va donner la moralité consiste essentiellement le courage de faire un choix. Bon, bref, globalement, ça suce Glucksmann. Après, je peux vous refaire l'historique. Il y a pas mal de personnes que j'ai vues dans le chat qui s'étonnaient un petit peu du fait que Garrido et Corbière, qui sont pourtant des vieux compagnons de route de Mélenchon, ils étaient là, ils ont suivi Mélenchon quand il a quitté le PS, ils l'ont aidé à fonder le parti de gauche, ils ont été là à la fondation de la France Insoumise, etc. De beaucoup de personnes qui disent mais attends, mais ça fait hyper longtemps qu'ils sont ensemble, genre pourquoi ils s'en vont maintenant? Pour ça, il faut vous expliquer un petit peu ce que ça a été dans la culture politique de ces gens-là, de passer du fonctionnement du parti de gauche au fonctionnement de la France Insoumise. Le parti de gauche avait un fonctionnement, on va dire, assez similaire à celui du Parti Socialiste. Il y avait un petit peu moins de courants, on va dire, mais il y avait quand même des congrès dans lesquels, en fonction de différents courants et d'un vote sur l'orientation du parti, se dessinaient des orientations politiques du PG. À l'époque, notamment, Kuzmanovic avait son courant qui l'opposait à d'autres personnes, etc. Enfin bref, donc c'était un petit peu un fonctionnement comme ça, mais comme c'était à l'échelle du PG, les courants n'étaient pas si différents que ça sur les lignes politiques, mais en tout cas, que ce soit sur les questions de laïcité, d'antiracisme, etc., il y avait pas mal de sujets qui portaient à cliver. Mais du coup, ça faisait qu'il y avait une culture politique, donc héritée du Parti Socialiste, qui était celle de, pour monter, il faut faire campagne à l'intérieur du parti. Et ça, c'est le truc que Mélenchon détestait au plus haut point, et c'est pour ça que quand on vous parle de l'absence de démocratie interne à la France Insoumise, en fait, c'est lié directement à ça. C'est qu'en fait, finalement, quelque part, les gens passaient plus de temps à faire campagne à l'intérieur du parti et à contenter leur propre base militante et à un petit peu manipuler dans leur coin, à devenir un petit peu des barons de leur parti, plutôt qu'en fait à faire campagne au niveau de l'extérieur. Et ça, c'est un truc que Mélenchon avait analysé comme un truc qui ferait totalement perdre la gauche, et que si on voulait être une force de projection, il fallait arrêter les querelles de parti, et il fallait se projeter entièrement vers l'action et vers la conquête électorale. C'est pour ça qu'en créant la France Insoumise, oui, en fait, comment dire, il t'a fait pas. En gros, disons qu'il n'y avait pas besoin de faire un bon travail, et particulièrement un bon travail d'élus, mais c'était aussi parce qu'à l'époque, le parti de gauche n'avait pas beaucoup d'élus, il faut quand même reconnaître ça. Il suffisait pas de faire un bon travail pour monter dans le parti, il suffisait d'être aimé par le maximum de monde, ou alors de magouiller suffisamment. Le changement culturel qui s'est opéré avec la France Insoumise, c'est que la France Insoumise a un peu mis tout ça à la poubelle. En gros, il y a eu un retournement, en fait, parce que d'habitude, la hiérarchie, en fait, dans un parti, c'est les courants puis le programme. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les équilibres internes du parti qui décident du programme, et le programme, du coup, qui peut être amené à changer. Et en fait, la France Insoumise a opéré un retournement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit le programme. C'est parce qu'en fait, en posant le programme comme une condition non négociable et en plaçant tout autour du programme
programme et d'un fonctionnement, on va dire, qui fonctionne au consensus autour du programme et non pas à l'opposition de lignes dans des congrès, bah en fait, ça a totalement inversé la vapeur. Ça a fait qu'en fait, à la France Insoumise, il y a un fonctionnement qui s'est mis en place, un fonctionnement méritocratique. Ça, on vous en parle souvent et je vous en ai très souvent parlé quand il y avait les questions sur pourquoi il n'y a pas de démocratie interne à la France Insoumise. C'est qu'en fait, c'est un fonctionnement où si tu proposes les actions les plus efficaces, si tu réussis à porter le discours de la façon la plus efficace, bref, globalement, si tu es le plus efficace dans l'action, si tu es le plus efficace également dans l'analyse, en conformité avec le programme, etc., tu montes, tout simplement. Si tu travailles, tu montes. Et ce qui peut amener aussi des gens avec lesquels t'es pas d'accord à monter en fait dans C'est pas une méthode magique. C'est ça, c'est pas évidemment un double tranchant. Évidemment, c'est pas une méthode magique. En fait, nucléaire, pardon, quoi. Qui détermine l'efficacité, c'est ça le problème. Bah, en fonction du progrès sur l'abstention, par exemple. Vous en pensez ce que vous voulez, mais je vous explique. Et en quoi ça fait sens avec Garrido et Corbière. En 2017, 17 députés sont élus. Donc là-dedans, t'as du coup Bastien Lachaud, Raquel Garrido, Daniel Obono, Ruffin, Autain, t'as d'autres gens aussi comme Bénédicte Taurine, Michel Larive, etc. Enfin bref, t'as 17 députés. Ça fait pas beaucoup. Et à ce moment-là, c'est pas beaucoup de figures qui émergent, mais l'accès à l'Assemblée permet d'énormément avancer sur le travail politique et le travail, par exemple, de soutien aux luttes sociales. Ça fait en fait que pendant cette législature, le mouvement s'est énormément développé en fait au travers de figures qui sont dans les soutiens aux luttes, qui arrivent du coup à intégrer des personnes, qui arrivent du coup dans le travail parlementaire à faire progresser des questions, à poser des lignes, etc., etc. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que ça s'est développé. Et en fait, là-dedans, forcément, il y a une prime au travail et c'est un peu une prime au mérite. Mais en 2017, ils étaient 17. Jusqu'ici, Alexis Corbière, il était connu parce qu'il était le porte-parole de Mélenchon. C'était le cas depuis la campagne de 2012 à peu près. Donc il faisait beaucoup de plateaux télé, il était assez connu médiatiquement de par sa qualité de porte-parole. Sauf qu'entre-temps, d'autres députés se sont distingués et ont commencé à porter en fait chacun leur propre parole. Mélenchon lui-même a repris finalement le contrôle de sa propre parole et en fait, il s'agissait pour chacun de se distinguer et de montrer en fait de se distinguer encore une fois sans taper sur les autres. Donc de montrer en quoi ils avaient une valeur ajoutée. Par exemple, Daniel Obono sur les questions antiracistes, mais aussi sur les questions, elle était dans la commission des lois. Donc dans la commission des lois sur plein de questions de fond, elle a su aussi faire montre par exemple d'un travail. C'était pas que la ligne Obono c'est l'antiracisme, non, il y avait aussi beaucoup d'autres travail, etc. Exactement, l'élimination et pas la compétition. Et en fait, ce qui fait que progressivement, Garrido et Corbière ont perdu un peu en visibilité médiatique. Pourquoi Adrien Quatennens c'est pertinent dans ce cas-là? C'est parce qu'en fait, la figure en fait, qui a émergé dans cette mandature de 2017, c'était Adrien Quatennens. Il a commencé à faire le tour des plateaux télé. Antoine Léaumont aussi, il était souvent présent sur LCI, je me rappelle. Et donc en fait, tu as des trucs où en fait, ils sont progressivement effacés derrière les autres parce que aussi, tout simplement, ils en faisaient un peu moins que les autres. Arrive l'élection de 2022, où tu as du coup un groupe parlementaire de 75 personnes, avec plein de figures différentes qui commencent à émerger, et là forcément c'est encore pire. Donc tu as 75 personnes, plein de personnes qui émergent sur plein de sujets différents, qui en plus de se spécialiser travaillent sur d'autres sujets. Il y a évidemment l'exemple d'Léaumont qui fait que travailler sur comment j'intègre la question du républicanisme avec l'antiracisme, etc., comment je porte un discours, etc., etc. Donc en fait là-dedans, Garrido et Corbière, qui jusqu'ici jouissaient d'une grâce de par leur proximité avec Mélenchon. Parce que les gens qui disent « il faut sucer le chef », de base, c'était leur strate à Garrido et Corbière. Ils étaient proches de Mélenchon, ils avaient travaillé avec lui depuis des années, ils avaient son écoute, ils avaient son oreille, et même s'ils faisaient pas grand-chose, ils avaient encore sa confiance. Et en fait, progressivement, comme finalement, ils se sont fait dépasser par les autres, leur seul moyen de retrouver de la légitimité, ça a été de revenir à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire jouer des appareils de parti. Et en fait, c'est ça, quand on dit ah là là, c'est absolument terrible, regardez Garrido, elle fait que des fuites à la presse, ça envoie que des indirects, etc. Il y a même des scènes où le groupe parlementaire était en réunion, la réunion n'était même pas terminée, que l'info avait déjà fuité à la presse de ce qu'ils faisaient, etc., etc. Donc tu as des trucs où en fait, ils ont commencé à magouiller dans leur coin et à essayer de tirer leur épingle du jeu, non pas en étant meilleurs que les autres, parce que concrètement, ça taffe pas du tout à l'Assemblée, mais plutôt justement en tirant dans les pattes des autres et en essayant de créer une espèce de se débarrasser de Mélenchon. Le premier coup de semence de ça avait été à la rentrée 2023. Il y avait eu une première purge. Alors apparemment, ils avaient été purgés, donc visiblement, vu qu'ils ont été repurgés maintenant, je me demande quand est-ce qu'ils ont été purgés et si cette purge était vraiment réelle. Mais du coup, à la rentrée 2023, il y a eu une convention de la France Insoumise qui a fini sur un organigramme de la France Insoumise beaucoup plus développé, avec différents pôles qui se sont développés, avec de nouvelles personnes qui sont montées en compétences dans ces pôles et qui
en fait, sont rentrés dans l'organigramme de direction en fait, de la France Insoumise. Je pense notamment à Antoine Léaumont, qui, avec Anaïs Belloissa-Chérifi, ont pris en charge la question de l'achat des locaux, par exemple, la campagne d'achat des locaux. Léaumont qui était en mode, bon, je tape beaucoup à l'Assemblée, mais vas-y, je me réserve du temps sur mon agenda de parlementaire pour travailler là-dessus. À ce moment-là, Autain, Garrido et Corbière s'étaient déjà répandus dans la presse en disant qu'ils avaient été purgés. Mais purgés de quoi ? Parce qu'ils n'avaient jamais été à la direction de la France Insoumise. Genre même quand la France Insoumise s'est créée, c'était des cadres, ok, mais ils n'ont jamais fait partie des instances dirigeantes de la France Insoumise. Donc dès là, ils avaient déjà commencé à dire qu'ils se faisaient purger pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient pas eu le petit poste qu'ils pourraient mettre sur leur petit CV pour dire j'ai une importance dans le parti. Donc déjà là, c'était red flag. Et bref, et en fait, ça a que été comme ça depuis ce moment-là, en fait. À partir de ce moment-là, ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils ne pourraient pas faire comme avant pour garder leur petit siège et pour garder leur petite légitimité, y compris factice, à l'intérieur du parti et vis-à-vis de la presse et des Français, etc. Et du coup, c'est là qu'ils ont commencé à magouiller avec les autres. Pourquoi je vous refais tout cet historique ? C'est parce que c'est pas qu'une raison de loyauté au chef. Au contraire, ils ont voulu jouer la carte de la loyauté au chef. Et ils se sont rendus compte que ça marchait pas, qu'il suffisait pas de sucer Mélenchon, qu'il fallait aussi taffer derrière. Je veux dire quoi, jouer des appareils de parti, j'ai du mal à comprendre le terme. Appareil de parti, en fait, c'est un parti avec tous ses cadres et tout son fonctionnement autour. Quand je parle de jouer des appareils de parti, c'est typiquement exactement la petite conspiration qui s'est faite de dépasser la France Insoumise en créant, par exemple, une nouvelle union avec le reste des partis de gauche pour marginaliser la France Insoumise, pour la laisser toute seule. En fait, c'est faire jouer en fait des équilibres des puissances entre les différents partis pour en marginaliser un et en favoriser un autre et du coup favoriser les personnes qui rentrent dans cette alliance-là. Donc c'est ça qui s'est passé. Du coup, ça arrive à la question Simonet. Du coup, pourquoi ils ont purgé Simonet ? Simonet, c'était un petit peu le même délire à l'époque du PG, etc. Elle était dans la direction du PG avec Coquerel, mais contrairement à Coquerel qui a fait le pari de la France Insoumise à fond, d'ailleurs, c'est pas pour rien que du coup, il s'est présenté à la commission des finances, c'est parce que du coup, il a vraiment opéré cette transformation en fait dans l'appareil de parti insoumis. Simonet a toujours été un petit peu plus à l'écart, elle a toujours un petit peu parié sur le fonctionnement parti de gauche. Mais Simonet, c'est parce que quand je vous parle de Garrido qui envoie des infos à la presse, c'était pas la seule. Et on va dire que les cabinets qui ont été purgés étaient en réalité les cabinets les moins fiables en fait à ce niveau-là. Et encore une fois, c'est pas juste de dire des trucs de dire des trucs à la presse. C'est en fait envoyer des infos à la presse qui permettent après de déstabiliser et de contourner, de contourner les décisions, que ce soit du groupe parlementaire ou du parti, etc., par l'extérieur. C'est ce que je vous dis. Pourquoi Hendrik Davy ? Je pense parce que c'est pareil. Je pense que Simonet, la fille. Il y a des gens qui disent ça dans le chat et j'en discutais aujourd'hui et je suis d'accord. Ils voulaient pas ne pas la présenter à la mairie de Paris, ils veulent pas envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Il y avait une rumeur comme quoi il y avait une guéguerre entre Chikiro et Simonet. Ouais. Ils vont mettre Chikiro à la place ? Non, il y avait une rumeur comme quoi c'était la guéguerre. Là, je te parle de ce que disent les journalistes socialistes. Hein. Parce qu'après, moi, j'avoue, après Simonet, en fait, Simonet, j'ai l'impression qu'elle jouait double jeu, qu'elle a parlé dans la presse, que c'est un peu une balle perdue, mais qu'en fait, moi, politiquement, vu que je suis pas proche d'elle et que c'est clairement pas ma manière de militer mes idées, mes yeux sont un peu secs. Oui. Mais ça a l'air d'être la balle la plus perdue. Par contre, l'autre, là, Hendrik, là, proche d'Autain, non, vous avez vu ses tweets sur le Hamas. Le Hamas, c'est parce que je condamne le Hamas qu'ils m'ont viré, etc. Ouais, lui, il est trigger warning printemps républicain, ce gars, comme les autres. Hein. Ça se voit tout de suite. Hein. Rappelez-vous, depuis le 7 octobre, lorsque Daniel Obono a pris la parole dans les médias et où la phrase médiatique c'était « Il ne condamne pas le Hamas, il ne condamne pas le Hamas !» Tout simplement parce qu'il ne voulait pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste parce que ça n'a pas de sens, mais il n'avait aucun problème dès le début à qualifier les actes de terrorisme puisque les actes on peut les poser mais pas la nature des organisations. Enfin bref, et surtout il préférait dire crime de guerre parce que globalement crime de guerre tu peux les poursuivre à la Cour pénale internationale contrairement au terrorisme qui veut absolument rien dire. Rappelle que l'IRA qui a donné naissance au Sinn Féin en Irlande, de base c'était un parti terroriste, maintenant c'est un des plus gros partis en Irlande du Nord. Hein. Donc bon, concrètement ça veut dire quoi ? Bref, tout ça pour dire que une organisation de nature terroriste, ça n'a aucun sens. Bref, mais c'est qui a surfé sur les déformations médiatiques des propos de Daniel Obono pour mieux dire que vraiment la ligne Obono c'est pas possible, ils n'ont pas condamné le Hamas, il y a de l'antisémitisme, c'est affreux. C'est toute la clique. Et encore une fois, non seulement on tape pas sur les camarades, mais en plus on n'utilise pas la presse comme ça, c'est tout. Frédéric Mathieu, sa agression est full bourré à l'Assemblée. Oui, en fait, Frédéric Mathieu, c'était aussi que son comportement était hyper violent et indigne et globalement c'était pas possible quoi. Enfin voilà, on a fait le tour de tout, non ? Et donc je finirai sur un dernier truc, c'était une question qui avait été posée tout à l'heure dans le chat, c'est la question du timing. Pourquoi les purger maintenant ? Pourquoi maintenant ? Attends, alors qu'on essaie de faire l'union, c'est quand même compliqué et tout. Si vous avez bien compris la façon dont on a lu l'article de l'Express tout à l'heure, la présence de François Hollande, qui est aux manettes
depuis même la campagne européenne. On rappelle les révélations du Canard enchaîné sur le petit déjeuner de Marine Tondelier avec François Hollande. Hollande, il est aux manettes depuis déjà un bon petit moment en soum-soum. Là, il commence un petit peu à réémerger. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, et y compris la raison du soutien de Hollande au Front populaire, c'est que comme la menace du RN tient tout le monde à la gorge, c'est le moment pour chaque parti à gauche de jouer sa petite musique. Parce que de toute façon, à la fin, on pourra toujours accuser l'autre de faire monter le RN. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est à un moment où, entre la ligne de gauche radicale de la France insoumise, que tout le monde veut faire mourir au PS, etc., qu'ils ont Gauche comploté radicale, pour ça me tuer. fait mal quand tu dis ça. Non, mais Moi, je viens de la gauche radicale. par On avait le comparaison... couteau entre les dents à côté de vous. Hein. Donc, respecte-nous. Ok, donc la ligne de gauche. La ligne de rupture, si tu La veux. ligne de et puis ça vient rupture. avec Racine. Bref. D'accord. Pardon. Que la ligne de rupture de la France insoumise, la gauche de rupture de la France insoumise, à laquelle le PS a envie de faire un sort depuis des années, avec lesquels il complote, etc., avec les Raquel Garrido, machin truc, etc., pour la détruire, est à son point de tension maximal avec le centre-gauche. Donc on est à une période où précisément le couteau sous la gorge du RN permet au Parti socialiste de jouer sa petite partition et après d'aller accuser les autres d'avoir fait monter le RN. Donc le moment de tension est à son plus fort depuis des années entre ces deux trucs-là, entre ces deux courants-là. Et donc c'est précisément le moment de clarifier les lignes. Quitte à faire un programme de la NUPES sur lequel on est tous d'accord, autant clarifier les lignes à l'intérieur de chaque parti. De dire, nous, notre ligne politique antiraciste, elle n'est pas négociable. Et c'est ce qui fait notre identité, et c'est le truc qu'on a chevillé au corps. Donc on va mettre Amal Bentoutsi, Ali Diawara, etc. Et on va réinvestir plein de gens et on va soutenir plein de gens qui se sont distingués par leur militantisme antiraciste parce qu'on a intégré que c'était important pour nous. Donc ça, voilà, typiquement. Et de l'autre côté, la France insoumise est trop antisémite, de toute façon l'islamophobie ça n'existe pas, la laïcité, de toute façon faut pas bouger de la ligne, valse là-dessus. Et voilà, donc c'est le moment de clarifier les lignes. Et la seule façon de clarifier les lignes, vu qu'on a un même programme, c'est de le faire par les appareils de parti. Donc c'est aussi pour ça que c'était précisément le meilleur moment pour les purger, parce que si tu le fais pas maintenant, ça va au contraire leur laisser et leur permettre de continuer de jouer la confusion entre les lignes et de continuer de raboter comme ça la ligne radicale. Ça, je suis d'accord. Pardon, j'ai dit radicale, la ligne de rupture. Voilà, je suis d'accord avec toi, mais moi, je pense que ils avaient plus le choix. Il y a aussi ça. À mon avis, il y a aussi largement ça. Aussi, genre, ils sont allés trop loin. Ouais. Et la décision, ça se voit qu'elle a été prise à la dernière minute, etc. Enfin, oui. Genre, moi, je fais confiance aussi. Après, ils ont sorti un communiqué pour dire que, contrairement à ce que disent les autres, ils ont été prévenus. Mais oui, non, mais prévenu 2 jours avant. C'est prévenu, tu vois. Oui. Mais genre, moi aussi, genre, je pense que il y a des décisions, des fois, c'est la peste ou le choléra, quoi. Et je pense que la fille, c'est pas pour s'amuser qui font ça. Genre, ils fonctionnent pas comme ça, quoi. Genre, si c'est arrivé, c'est que c'est vraiment, on était à un point où c'était plus possible de continuer avec eux, quoi. Et en plus, les profils qui vont à la place, moi, je suis désolé, genre, je suis obligé d'être convaincu. Genre, et surtout quand on voit qu'en face, ça discute de la purge de colorblind à 2 doigts d'aller au printemps républicain, que tout le monde s'en fout de ceux qui ont été mis à la place, qui sont des profils tellement basés à côté, et que t'as des Clémentine Autain, tiens, ça disait qu'est-ce que vous reprochez à Clémentine Autain typiquement? Ça pleurniche, ça fait des grands tweets de scandale sur l'éviction de Garrido Corbière, et ça se couche quand ça lui pose une question sur François Hollande, les gens. Vous voyez la priorité? Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens qui disent fallait le faire avant ou après, c'est pas le moment. Qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on a le PS qui investit, il n'y a pas d'autre mot, oh là là, pardon, c'était les socialistes locaux. Non, le PS a investi François Hollande, qui de toute façon était à la manœuvre depuis le début. François Hollande, le fossoyeur de la gauche, le créateur de la loi travail, du CICE, le créateur de Macron, le créateur du macronisme, le chef éborgneur la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité. Les politiques islamophobes. La banalisation dans la loi de l'état d'urgence, etc. etc. L'islamophobie. Les fiches S des militants écologistes. Allô, islamophobie, tout ça. Donc d'un côté, tu as le PS qui profite de l'Union pour ramener Hollande et pour utiliser aussi place publique pour se dire, nous, notre ligne, en fait, c'est un petit peu Hollande. À quel moment c'était pas le moment de dire nous, notre ligne, c'est pas ça. Nous, notre ligne, c'est l'antiracisme. Nous, notre ligne, c'est Sabrina Ali Ben Ali. Nous, c'est Ali Diawara. Nous, c'est Kaden, etc., etc. Genre, au contraire, c'était le meilleur moment. Parce que s'il y avait que le Parti Socialiste qui investisse Hollande et qui disent c'est bon, de toute façon, la gauche, c'est fini, et que nous, on était en mode dommage, nous, on garde nos islamophobes. Là, pour le coup, ça aurait été un message désastreux. Là, le message qui est envoyé, c'est eux. Ils adorent trahir et regarde, ils le font encore. Nous, on va rester solides. Et c'est ça le seul message qui passe. Pourquoi garder Clémentine Autain? Pardon. Parce que c'est aussi en mode arrêté, quoi.
Mais s'ils avaient viré aussi Clémentine Autain, enfin, tu vois, genre justement là, ça, en fait, le terme purge est devenu canon. Oui. C'est pas ça une purge, C'est pas les une gens. purge. Justement, si ça avait fait sauter tous les gens qui avaient bougé un orteil un jour ou l'autre, là, vous auriez pu dire purge. Genre, mais là, c'est pas ce qui s'est passé. C'est les éléments les plus comploteurs qui ont le plus trahi qui sautent, quoi. Oui, donc pour la question de qu'est-ce qui se passe sur les circos où du coup ces gens-là se présentent en dissident, ça va être des campagnes compliquées. Ali Diwara s'en prend déjà plein la gueule. Il y a déjà un article du Figaro qui dit qu'il dit trop les blancs et qu'il est antisémite et qu'il a soutenu Hussein quand même, c'est vraiment un islamiste. Allez. Mais cela dit, je pense que ça reste les meilleurs candidats pour leur circo. Et au contraire, le fait que dans l'union, Garrido et Corbière, les apparatchiks qui habitent même pas la circo, parce que désolé, je sais que t'aimes pas le sujet des parachutages, mais en vrai de vrai, c'est vraiment l'argument localiste facile, tu vois. Moi, où je suis pas d'accord, c'est que je trouve que l'argument de Antoine Salès-Papou, il est meilleur. On leur donne des circos gagnables. Ici, c'est pas le PS. On s'en fout qu'ils soient parachutés ou pas. La question, c'est qu'est-ce que tu donnes de gagnable à qui, en fait. C'est vrai. Non, c'est vrai. Genre, et il y a une erreur politique qui a été de donner des circos gratuits à des Garrido Corbière. Eh bien, il était temps de revenir au bon truc. Non, mais l'argument du parachutage, il est pertinent. Faut pas le balayer de la main. Parce qu'il y a des endroits en fait, où c'est vraiment abusé de parachuter. Il est pertinent dans le sens où le parachutage, ça se mérite. Ouais, alors, oui, je vois ce que tu... Non, mais ça se mérite. Si. Et pour moi, c'est contextuel. C'est que, en fait, des candidats dans une législative, quand t'es un parti de masse qui veut prendre le pouvoir, et surtout quand t'es dans le cadre d'une union, d'autant plus, c'est un choix entre les circos gagnables, les circos où c'est serré, les circos ingagnables. Qu'est-ce que t'en fais ? Qui tu mets où ? Pour quel intérêt, etc. Et pour moi, la question du parachutage doit être gardée en tête. Ça veut dire que tu peux pas te permettre de tout mettre tout n'importe où. Tu dois garder la conscience de autant que je peux, je mets des gens locaux. Mais il y a aussi des questions de rapport de force à l'Assemblée, de militants. Enfin, tu vois, et il faut réussir à trouver ce qui est le plus pertinent entre les deux, quoi. Si vous voulez encore un argument massieux, made in Antoine Salès-Papou, Hendrik Davy qui fait ouin ouin, etc. On va dire oui, car nous sommes opposés à lui concernant la Quatennens, la démocratie, l'Union de la gauche ou le Hamas. Et Antoine qui répond, opposé à lui, non, opposé au groupe. Vous avez voulu nous tordre le bras pour nous faire adopter la stratégie de la CFDT pour les retraites. Vous vous rappelez la réforme des retraites quand il y avait le truc de ils veulent pas aller au vote? Tu te rappelles quand j'ai dit qu'il voulait baiser la fille grâce à ça et tu Oui. dire rase tu forces. C'est vrai, tu avais raison, Raz. Oui. Vous vous rappelez pendant la réforme des retraites, le fameux truc de est-ce qu'on va jusqu'au vote de l'article 7, est-ce qu'on va pas jusqu'au vote de l'article 7, avec tout le monde qui a retiré leurs amendements et la France Insoumise qui a décidé de ne pas retirer ses amendements parce qu'on vote démocratiquement dans le groupe parlementaire de la France Insoumise, et que bizarrement il y a eu quelques fuites dans la presse à ce moment-là pour dire que la France Insoumise faisait n'importe quoi, que c'était honteux, etc. C'était pas organisé par ces gens-là pour essayer de tordre le bras pour faire la strate de la CFDT, etc. Alors même que d'autres personnes de la CGT, alors ce serait pas Céline Verzelletti qui est maintenant sur la circonscription de Simonet à sa place et qui était d'ailleurs en vue pour reprendre la place à la place de Martinez à la CGT, qui faisait partie aussi de leurs potes à la CGT qui leur disait n'allez surtout pas au vote de l'article 7, continuez de faire l'obstruction parlementaire, sinon on est mort avec le mouvement social. C'est bizarre. Les trans et les arabes, les traites, là, ils s'en branlent, ils se fassent tuer sur le fascisme. Bah oui. Mais attendez, vous attendiez quoi d'autre du Parti Socialiste et des Corbière et Garrido ? Enfin, les gens, pourquoi ils se font purger, à votre avis ? Et pourquoi il y a un rapport de force avec le PS ? Vous pensez que le Parti Socialiste, il s'inquiète de ça ? Enfin, ne leur prêtez pas des vertus qu'ils n'ont pas. Donc, un minimum d'antifascisme. Antifascisme au Parti Socialiste ? Non, mais ça marche pas. Le Parti Socialiste, ça a été les premiers à faire la strate de on fait monter le RN pour vous faire peur, les gens. Allô ? Oui, c'est. Genre, c'est eux qui ont inventé la strate. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Antifascisme de quoi ? De mes couilles, oui. Que je n'ai pas d'ailleurs. Donc de rien du tout. Bref.